Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Économie. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui en compagnie de Romain Croès. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergeau. Romain Croès, vous avez été commandant de bord puis instructeur. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs spécialistes des systèmes intelligents en automatisation dans l'aéronautique. Votre engagement syndical vous a amené à vous intéresser à l'économie, à la recherche sur la productivité et le management. Vous aviez publié il y a quelques années, il y a 2 ans, en 2021, Malade de la dette. Votre dernier ouvrage, le voici. On pourra, je l'espère, se le procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Son titre, Surchauffe, l'inflation ou l'enflure économiste. Ça, c'est un titre qui me plaît. Commençons tout de suite avec vous, Romain Croès. Donc, l'économie est en surchauffe, dites-vous. Donc, l'inflation, la hausse du coût de la vie en est la conséquence, mais la cause de cette surchauffe. Qu'est-ce que c'est? Vous l'expliquez d'abord par la course illimitée à la productivité. Vous dites que plus on cherche à augmenter cette productivité, plus sa moyenne décroît. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le problème autour de la productivité? Oui, alors pour ce qui concerne spécifiquement la productivité, c'est le problème de l'adaptation des flux sur une ligne de production. Vous avez une ligne de production constituée d'un certain nombre de secteurs successifs, et c'est le secteur le moins performant qui impose son rythme à l'ensemble de la chaîne. Alors, donnez-nous un exemple. Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, l'exemple le plus parlant, c'est celui de l'utilisation des ressources naturelles. Nous allons prendre par exemple le cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau est immuable. La nature a imposé un certain cycle de renouvellement de l'eau, mais l'industrie et l'agriculture humaine transgressent ce cycle et par la productivité. Et ce faisant, elles ont besoin de puiser dans les nappes phréatiques. D'ailleurs, l'actualité nous a parlé très récemment de ces histoires de bassines, de grandes bassines, qui consistent donc à demander aux nappes phréatiques de combler le décalage entre le rythme de la productivité humaine, la productivité industrielle et agricole, et les rythmes naturels, le cycle naturel qui lui est immuable. Quand on aura complètement épuisé les nappes phréatiques, eh bien on ne pourra plus continuer au même rythme. Et au fur et à mesure que l'on touche ainsi au capital des ressources renouvelables, c'est-à-dire l'air, l'eau, la mer, la terre et leurs provendes, on oblige la nature, en quelque sorte, pardonnez-moi cette métaphore, à pédaler derrière le vélo, c'est-à-dire à essayer de rattraper cette surcharge de carbone, par exemple, dans l'atmosphère, que nous entretenons par le rythme des émissions qui est supérieur au rythme d'absorption par la nature. Voilà. Vous avez cette phrase qui est tout à fait... qui illustre ce propos. Le système productiviste se dévore les entrailles, se donnant ainsi l'illusion qu'il se nourrit. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir à la productivité, le fait justement qu'on oblige la nature à rattraper son potentiel dans un temps plus long influe sur la productivité moyenne, du fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le secteur le moins performant qui impose son rythme à toute la chaîne. Et le secteur le moins performant, c'est le plus en amont, celui justement de la régénération des ressources renouvelables. Alors, on parle de la croissance, l'OCDE en a parlé également. Elle dit ceci sur la croissance, qu'elle a creusé les inégalités. Mais alors, si on ne peut plus compter que sur la croissance pour améliorer le sort de nos sociétés, vers quoi devons-nous nous tourner? Alors, la croissance, il faut savoir de quoi elle est faite.
à la suite de ce que je viens de vous exposer, la croissance est faite d'emprunt au capital des ressources renouvelables. C'est-à-dire que nous diminuons, ce que nous appelons la croissance économique est une diminution du potentiel de ces ressources renouvelables. Par le passé, c'était compensé par l'expansion de l'homme sur la planète et de l'accès planétaire aux ressources. Mais maintenant, on est arrivé au bout avec la mondialisation. Et on puise dans les réserves, on puise comme dans les nappes phréatiques, on puise dans le capital. Et donc, cette croissance ne peut pas continuer comme ça. Alors, que faut-il ? Eh bien, il faut une croissance nulle. C'est simple. Une croissance nulle avec une productivité en harmonie avec les cycles naturels. Tant qu'on continuera à vouloir exploiter ces ressources au-delà du rythme de leur régénération, eh bien, on ne fera qu'appauvrir la planète et donc appauvrir l'humanité. Est-ce qu'une croissance nulle, c'est la décroissance ? Non, ce n'est pas la décroissance. La décroissance ne sert à rien. On pourrait évidemment considérer que la décroissance, et c'est ce que font certains écologistes, disant que ça permettrait d'économiser des ressources. Mais en réalité, la course à la productivité reprendrait cette économie constamment. Une décroissance sans toucher à la productivité, ça ne sert à rien. En revanche, une croissance nulle, avec une productivité en harmonie avec les cycles naturels, permet de maintenir le capital naturel en état. Vous dites qu'il faut se débarrasser donc de la contrainte productiviste, mais le problème, c'est le système financier en place qui l'en empêche. Oui. Oui, parce que comme la productivité moyenne diminue, la course à la productivité par les entreprises, par l'appareil productif, est concurrentielle de part et d'autre de cette moyenne. Il y a ceux qui tirent leur épingle du jeu, qui réussissent à augmenter leur productivité, et ceux qui n'y réussissent pas. Or, le problème de la productivité, c'est qu'il se heurte à l'agenda des échéances pour les entreprises. C'est donc une obligation pour eux de chercher à augmenter leur productivité alors qu'en moyenne, elle diminue à l'échelle mondiale. Et donc, on a déjà là une première contrainte. Il y a une autre contrainte qui est celle de la ponction des intérêts sur le crédit. Alors ça, on va y venir, mais un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, Romain Croès, j'aimerais aussi qu'on parle de l'OMC. Vous dites que face à la démission des États en matière économique, c'est l'OMC qui est devenue l'organisation internationale en puissance et même la plus puissante de notre système. Quels sont les effets de la politique de l'OMC sur notre monde ? Alors, la politique de l'OMC consiste à interdire à interdire la protection des productions locales. Ça, c'est le point numéro 1. Et donc, à obliger les nations, les territoires, à accepter la concurrence des importations, et c'est ce qui est tout à fait rédhibitoire pour l'Afrique, par exemple. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce rédhibitoire ? Eh bien, parce que justement, c'est l'histoire de la productivité. C'est-à-dire que dans ce libre-échange asymétrique, les uns vendent leur productivité relative, c'est le cas de l'Union européenne, par exemple, par rapport à l'Afrique, donc à des pays qui, eux, sont du mauvais côté de la moyenne des productivités et qui, par conséquent, voient leur production locale dépérir. Les gens qui en vivaient ne peuvent plus en vivre. Ils se rassemblent dans les bidonvilles où il n'y a aucun avenir, aucune perspective. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversent la mer et ils essayent de venir en Europe. Donc ce que vous nous expliquez, Romain Croès, c'est que l'état de l'Afrique est la conséquence de la politique de l'OMC. Tout à fait. Et pas seulement de l'OMC, mais également du FMI et de la Banque mondiale, compte tenu des exigences qu'ils associent avec leurs prêts. Exigences par exemple, de l'interdiction de subventions sociales, l'interdiction des droits de douane, etc. etc. Et cela, vous nous expliquez que
cette politique de l'OMC a conduit au déclassement de 100 millions d'Américains. Alors non, là, ce n'est pas la politique de l'OMC, c'est la politique des États-Unis. Ouais. C'est la politique des États-Unis qui, jouant sur le dollar, sur le dollar magique, se permet d'acquérir des biens et des actifs à l'extérieur sans fournir le travail correspondant. Et ce qui a conduit à la délocalisation de l'industrie américaine en Chine, comme on le sait, puis que dans d'autres pays également, et au déclassement, effectivement, à peu près 100 millions d'individus, enfants y compris, 100 millions d'individus, tout âge confondu. Hein. Et vous dites aussi que c'est la technologie, en plus des effets néfastes du gouvernement américain sur sa population et de l'OMC, qui a conduit à ce déclassement de la population. En tout cas, c'est ce que explique cet économiste américano-soviétique et que vous citez dans votre ouvrage, Vassili Leontiev, qui redoutait l'essor de la technologie sur l'emploi aux États-Unis. Alors, c'est là où on touche un autre problème assez différent de ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est la croyance selon laquelle la technologie remplacerait le travail humain. Ce n'est pas vrai. Alors vous n'avez pas peur du fameux ChatGPT? Non, absolument pas. Le taux de chômage à l'échelle mondiale, selon la Banque mondiale, se situe, bon an, mal an, entre 4 et 6%. C'est-à-dire que c'est une constante. Ça veut dire que la main-d'œuvre employée s'accroît comme la démographie. Par conséquent, tous les progrès techniques qu'on a pu faire n'ont absolument aucune influence sur le remplacement du travail. Elle ne remplace pas le travail, mais elle le déplace. C'est-à-dire qu'on essaye de remplacer des postes de travail d'exécution par des robots. Mais comme on n'y arrive pas, je crois que ça correspond à une autre question, donc je ne vais pas déborder plus loin. Oui, on peut enchaîner, on peut enchaîner, vous expliquez aussi la surchauffe économique par le management. Vous expliquez que les origines de ce management, c'est quoi? C'est la gestion participative par objectif. Alors ça nous vient d'où, ces règles du management? Alors ça, c'est un... On viendra à la robotisation après. D'accord. Alors, oui, ça, c'est un héritage, mais inconscient, je crois, pour la plupart des managers, de l'organisation nazie du travail, qui consistait à donner toute latitude aux exécutants d'une tâche dans le cadre des moyens et du temps imparti, quels que soient les moyens qu'ils utilisent pour parvenir au but, y compris les moyens illégaux. La suite de cet héritage, le management a inventé donc ce que vous venez de nommer, qui consiste effectivement à demander aux gens de sortir la production qu'on leur impose dans un temps imparti et avec des moyens attribués qui ne sont pas négociables. Ce qui revient au même, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que les individus dans les tâches d'exécution ont une conscience, un libre arbitre, et qu'ils sont capables de discuter les moyens, les conditions de l'exécution de la tâche. C'est ça l'héritage. Et vous expliquez que le management, en somme, transforme les travailleurs en robots. Ouais. Alors, ne pouvant pas, justement, remplacer le travail humain par des robots, eh bien, on robotise le travail humain. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, c'est tout simple. Quand on ne peut pas implanter un algorithme dans un cerveau électronique en lieu et place d'un poste de travail, eh bien, on l'impose aux yeux ou aux oreilles de l'humain, sous la forme des procédures ou protocoles. Et ça va très loin, jusqu'à la médecine. Ça va très très loin.
Actuellement, on essaye de se débarrasser de la médecine générale en procédant à des diagnostics par algorithme. C'est-à-dire qu'on va... on supprime le médecin, quoi. Comment ? On supprime le médecin. Ouais, complètement. Le généraliste. Il n'y aura plus que des spécialistes. Et pourquoi ? Eh bien, parce que... pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Eh bien, c'est parce que les algorithmes ne fonctionnent qu'à partir d'informations qui sont déjà répertoriées dans les bases de données, c'est-à-dire des informations passées. Et que, par conséquent, ils ne seront plus capables de détecter de nouvelles maladies. Seul le cerveau humain est capable de faire face à l'imprévu, et c'est le cas notamment en aviation. Et les algorithmes, eh bien, quand ils tombent sur une information qui n'est pas contenue déjà dans leur base de données de référence, eh bien, ils déclarent forfait. Le management, donc, élabore ses protocoles, ses procédures, dites-vous, pour, en somme, au final, diminuer le prix du travail. Voilà, alors, le but, c'est toujours... On revient à la productivité. C'est toujours le même problème, c'est diminuer le prix du travail. En fait, on veut diminuer le coût du travail. Parce que comme la productivité diminue, le nombre de travailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, augmente. Et pour une même production. Il y a donc effectivement une augmentation du coût en travail. Mais le management, qui croit à la productivité illimitée, traduit ce phénomène comme un problème de prix du travail. Et il n'a d'ailleurs pas d'autre choix, compte tenu du modèle financier en vigueur, que d'essayer d'y puiser. Pourquoi vous nous dites, je vous demandais tout à l'heure si vous aviez peur du fameux chat GPT, vous dites l'innovation technologique est aujourd'hui entrée dans une impasse. Oui, évidemment, puisque comme seul le cerveau humain est capable d'affronter l'imprévu, si vous le remplacez par des cerveaux électroniques, il n'y a plus de retour d'expérience. Or, le progrès technique dépend du retour d'expérience du travail ouvrier. Donc il ne peut pas y avoir d'intelligence dite artificielle. C'est tout ce qu'on veut, sauf de l'intelligence, bien sûr. Alors, pour expliquer aussi cette surchauffe économique qui est le titre de votre ouvrage, je le rappelle, vous parlez de l'inflation monétaire. Et pour remédier à cette inflation monétaire, vous dites qu'il suffit de redéfinir les missions des banques centrales. Pourquoi n'est-ce pas aussi simple ? Avant de venir aux missions proprement dites, pourquoi est-ce si difficile de s'attaquer à la politique des banques centrales ? Parce que les banques centrales ont été éloignées de leur raison d'être pendant un certain temps. Il faut revenir pour ça à la fin du dollar or. C'est 1971 de facto et 1973 de jure. Et à ce moment-là, les gouvernements occidentaux surtout, mais enfin c'est pratiquement vrai de toute la planète, on peut dire, ont cherché une nouvelle référence pour remplacer l'or. Et alors, ils ont trouvé le capital financier, les titres de capital financier. Alors, pourquoi est-ce que ça change ? Eh bien, parce que du temps du dollar or, comme la balance des paiements et des États-Unis était systématiquement négative, les balances dollars s'accumulaient dans les réserves des banques centrales, comme si ça avait été l'or lui-même, puisqu'il a été censé être convertible en or. De sorte que les banques centrales pouvaient faciliter, ça a été les 30 Glorieuses, faciliter le crédit à la production et le crédit à la consommation.
sans aucun problème. Et nous avions eu un rapport direct à la Banque centrale, à savoir que quand vous passiez par votre banque pour avoir un crédit, votre banque posait votre signature à la Banque de France. Et la Banque de France fournissait le montant du crédit. À partir du moment où on a voulu remplacer l'or par le capital financier, par les titres de capital financier, ça s'est arrêté. C'est la fameuse loi Giscard de 1973, qui a interdit à la Banque de France d'emprunter sur les marchés financiers à taux zéro. Non, même pas. C'était même pas le problème. C'est venu après, ça. Non, à cette époque, le taux de réescompte de la Banque de France a été monté dans les cintres pour qu'il ne puisse plus jamais y avoir de demande des banques vers la Banque centrale, et on l'a remplacé par le contraire, par l'offre, par des adjudications de francs, puis ensuite d'euros, sur le marché financier et sur le marché interbancaire. Alors, ce changement de qualification de la Banque centrale a été accompagné d'un statut d'indépendance de la Banque centrale. Oui, elle n'était plus reliée au pouvoir politique. Plus du tout reliée au pouvoir politique, et ni même directement à la demande de l'économie, puisqu'il fallait passer par les marchés financiers et par le marché interbancaire. Et en fait, c'est ça qui fait que la Banque centrale est devenue un organisme bizarre, qui ne répond finalement à aucune règle, puisque normalement, de par la vulgate économiste, il faut lutter contre l'inflation en augmentant les taux, mais on s'aperçoit que ça crée des périodes de récession, de marasme. Alors on n'augmente plus les taux, on les diminue, on passe même au quantitative easing, et puis on s'aperçoit que l'inflation revient, alors on recommence à augmenter les taux, mais c'est dans le brouillard. Enfin, il n'y a pas de stratégie dans les banques centrales à cause de cette mutation. Alors ce que je propose, moi, c'est que ça redevienne un service public. La Banque centrale redevienne un service public. Service public, au service de l'économie, et contrôlé et financé par l'État, bien sûr, par le budget de l'État, et contrôlé par le Parlement. Ouais. Ouais. Une banque centrale n'est pas un organe politique, dites-vous, mais c'est un organe fonctionnel. Mais oui. Or, le fait de prétendre qu'elle est indépendante, eh bien, ça lui donne un pouvoir politique. Parce qu'elle peut accepter ou refuser les propositions du Parlement ou du gouvernement. Ça, c'est un poids exorbitant. Et alors le problème, non pas de la Banque de France, puisque maintenant elle n'a plus aucun pouvoir, mais de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle est inféodée à une personne de l'Empire, dites-vous. Oui, mais vous faites une petite erreur. La Banque de France n'est dans cette situation que par la volonté des gens qui nous gouvernent et de son gouverneur. Car le protocole numéro 4 de 2008... Monsieur Villeroy de Galhau. Voilà. Qui régit le statut des banques centrales, des banques nationales, enfin des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, donne au contraire une autonomie complète à la Banque de France. Mais la Banque de France ne s'en sert pas. Voilà. Par exemple, il suffit, le protocole en question traite les organismes publics de crédit au même plan que les organismes privés. C'est-à-dire que l'État pourrait vendre ses bons du Trésor non plus seulement aux banques privées, comme c'est le cas depuis 1973, mais également à une banque publique qui aurait la licence bancaire complète, la BPI par exemple. Eh bien, on ne lui a pas donné la licence complète. Mais comment fonctionne une nation comme les États-Unis sans banque centrale? Puisqu'on rappelle que la Fed, la Banque centrale américaine, a été créée en 1913. Mais comment ça se passait avant? Alors, avant, la monnaie était fournie par les possesseurs et producteurs de métaux précieux.
C'était eux qui étaient les fournisseurs de la monnaie. Il n'y avait pas besoin de banque centrale. Et donc, il n'y a pas besoin de banque centrale. Ah, attendez. Et puis, il s'est avéré que la production d'or et d'argent n'était pas suffisante pour garantir tous les crédits à une économie qui était en pleine explosion, en pleine expansion. Et on s'en est aperçu quand les banques ont été obligées de multiplier les contre-marques, c'est-à-dire les billets de banque, en faisant le pari que les déposants de métaux précieux ne retireraient pas leurs dépôts tous en même temps. Après, la Banque centrale dont vous parlez, la FED, quand elle a été créée, eh bien, elle a maintenu une parité fixe très rigoureuse avec le dollar, qui était 28 avec l'or, pardon, qui était 28 $ l'once, oui, je crois que c'est ça. Et c'est la crise de 1929. En 1929, brutalement, la Fed ferme ses guichets parce qu'elle voyait sur le marché de l'or le prix de l'or monter et voulait maintenir la parité or du dollar. C'est l'origine de la crise. Et après ça, eh bien, après, il y a toute une histoire, je ne veux pas évidemment... Oui. Alors, on va aussi évoquer, pour faire face à cette surchauffe économique, évoquer les politiques monétaires. Vous dites qu'elles doivent être intégrées à une stratégie de planification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que il faut... Une économie doit être orientée vers des objectifs. C'est ce qu'on a connu du temps du général de Gaulle, où il y avait un plan qui n'était pas contraignant à tous les niveaux. C'était pas le plan soviétique, ça n'avait rien à voir. Et c'est de cela que je parle. C'est d'un plan général qui a un objectif. Par exemple, il y avait l'aménagement du territoire, qui n'existe plus, et qu'on a détruit. Et pour ça, il fallait évidemment encadrer les appels d'offres de façon à ce que l'on favorise certaines productions plutôt que d'autres. C'est ça la planification. Parce que c'est nécessaire. Si nous avons besoin, par exemple, de refaire nos armements, ce qui va se poser, bien entendu, puisqu'on est en train de détruire complètement le principe de la défense nationale, eh bien, il faudra un plan de production d'armement et de réorganisation de la chose militaire en France, ça, c'est sûr. Ce n'est qu'un exemple. Dans l'économie, il va falloir revenir à ce qu'était l'EDF, qui a été littéralement détruit maintenant par le macronisme. Et ses prédécesseurs. Alors, on va faire une pause. Romain Croès, on reviendra dans une seconde partie pour évoquer l'une des idées que vous évoquez dans votre ouvrage. On en a crucifié pour moins que ça, c'est le crédit gratuit. Alors, à tout de suite. On continue notre entretien avec Romain Croès sur son ouvrage « Surchauffe l'inflation » ou l'enflure économiste exactement. Alors Romain Croès, il y a une idée centrale, une idée bouleversante au cœur de votre ouvrage. Comme solution à la dette publique, vous proposez l'instauration d'un crédit gratuit. Vous n'avez pas peur de vous faire crucifier là ? Non. Plus exactement, libre d'intérêt. Pas gratuit complètement. La fin de l'usure alors ? Ah bah oui, ça évidemment. Le crédit gratuit, c'est la fin de l'usure. Oui, mais pas tout à fait gratuit, parce que le service bancaire a un coût. Oui. Et c'est un service essentiel. Oui. Donc il faut qu'il ait un prix. Exactement, comme toute chose. Mais un prix, comme tous les services. Un prix payé une fois à la livraison, comme tous les services. Oui, comme tout service. Il n'y a plus besoin d'intérêt. Pourquoi ? C'est très important, cette histoire. Exactement. Parce que les intérêts, si vous considérez le système globalement, la dette globale, l'endettement global, le principal global de la dette, les intérêts viennent en déduction de ce principal. Sauf si le taux de croissance est au moins égal au taux d'intérêt. Il y a d'ailleurs l'un des prix Nobel qui s'en était rendu compte, c'est Phelps,
et qui avait commencé à dire qu'il faudrait peut-être faire des taux d'intérêt qui soient indexés sur le taux de croissance. Je crois que Charles Gave en parle aussi très bien. Oui. Alors, oui, c'est vrai, Charles Gave en parle très bien. Alors, comment ça marche, un crédit gratuit? Alors, que je viens de le dire, c'est-à-dire que le service bancaire a un coût, comme tout service, et donc il a un prix, comme tout service, et on le paye à la livraison. Voilà. Mais il n'y a plus d'intérêt. Vous dites, Romain Croès, c'est simple, les marchés financiers ne sont que des intermédiaires onéreux entre les banques centrales et l'économie, dont on peut très bien se passer. Oui, parce que, comme nous en parlions tout à l'heure, la monnaie vient maintenant uniquement des banques centrales et non plus du tout de la part des gens qui possèdent ou produisent des métaux précieux. C'est fini. Donc, autant avoir une prise directe de la banque centrale à l'économie, comme c'était le cas d'ailleurs avant la loi Giscard de 1973. Et si aujourd'hui, le président Macron se sent obligé de faire cette réforme des retraites, c'est parce que Alain Minc le dit très bien, la France doit faire plaisir aux marchés financiers. La France est dans la main des marchés financiers. Bien sûr. Donc, M. Macron n'est plus qu'un intermédiaire. Oh oui, il est même encore moins que ça, à mon avis. Et bien sûr, le marché des retraites, c'est, je crois, 3 000 milliards, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose d'astronomique. Et par conséquent, ça fait baver, évidemment, les marchés financiers, et notamment BlackRock, qui fait de la retraite un produit financier à l'échelle mondiale maintenant, et qui est dans les starting blocks et attend que cette réforme soit passée afin de pouvoir capter les demandes de retraite par capitalisation qui ne manqueront pas de se faire à partir du moment où la retraite par répartition ne remplira plus ce qu'on en attend, ce qu'en attendent les cadres, par exemple. Alors, le sous-titre de votre ouvrage, Romain Croès, c'est « L'inflation ou l'enflure économiste ». Alors, on entend souvent sur ce plateau, à Politique et Économie, que l'inflation, c'est le vol. Rappelez-nous, le vol de qui, par qui? Alors, est-ce le vol? Ça, je ne me suis pas posé la question comme ça, je dois dire. Je crois que c'est pas... Non, dire que c'est le vol, ça voudrait dire qu'il y a derrière l'inflation une intention. Une intention, une stratégie, pour ne pas dire un complot. Et je ne pense pas que ce soit ça. C'est tout simplement une question idéologique, une question de croyance. Mais c'est une intention, une croyance, non? C'est d'aller dans le but d'une intention. Ah, vous pensez? Non. Non. Franchement, je ne vois pas d'intention derrière tout ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le vol, ou alors je suis prêt à examiner toute démonstration à cet égard. Disons que je ne me suis pas posé la question en ces termes. Pour moi, ce qu'on appelle l'inflation, c'est la croyance qui repose sur les théorèmes empiristes de David Hume, pour qui le niveau des prix était proportionnel à la quantité de monnaie en circulation sur les marchés. Et c'est encore une croyance qui a de l'avenir, puisque si l'on pense lutter contre l'inflation par l'augmentation des taux d'intérêt, c'est précisément parce qu'on part de ce théorème. Or, à mon avis, c'est faux. C'est faux. Et la hausse des prix vient des coûts de production, et les coûts de production viennent de la raréfaction de l'accès, enfin de la diminution du rythme de l'accès aux ressources de base. Voilà. Alors, contre l'inflation, vous citez l'économiste français bien connu Jacques Rueff, qui avait un remède, la convertibilité hors de la monnaie. Expliquez-nous un petit peu ce concept.
Alors, s'il vous plaît. C'était le retour, en quelque sorte, au XIXe siècle, qui s'est, dans la douleur, peu à peu séparé de ce concept. Le problème, en fait, c'est pas l'indexation ou non sur l'or, c'est le problème de la balance des paiements. Si, imaginez que nous sommes dans un monde qui a retrouvé un équilibre géopolitique, plus personne n'a une balance des paiements systématiquement négative comme celle des États-Unis d'Amérique. Ou la nôtre. Ou la nôtre, bien sûr. Et dans ce cas, l'indexation sur l'or est une fiction. Parce qu'on n'a pas besoin de livrer de l'or. On peut garantir notre monnaie sur l'or sans toucher à la réserve d'or, puisque une certaine année, on aura un déficit des paiements, mais l'année d'après, on aura un bénéfice. Si tout le monde est à l'équilibre, on n'a pas besoin mais ça peut être, comment dirais-je, psychologiquement, une façon de rasséréner les gens qui sont dans l'activité économique. Donc, je ne suis pas contre, moi, la monnaie or de Jacques Rueff. Et d'ailleurs, il a eu bien raison de conseiller à De Gaulle de ne pas se contenter des balances dollars. Alors, on va en parler, puisque vous en parlez dans votre ouvrage, Romain Croès, Surchauffe, l'inflation ou l'enflure économiste, c'est les gagnants du prix Nobel d'économie. Alors, qu'ont-ils apporté ces hommes-là à l'humanité? Eh bien, rien. Bon. Voilà. Développez un petit peu. Ils sont, d'un bout à l'autre, demeurés sur la base des fameux théorèmes de David Hume dont je vous parlais. Alors, d'abord, le premier des théorèmes, qui n'est pas celui de David Hume, mais enfin celui de tous les économistes classiques, c'est que les ressources naturelles sont gratuites et illimitées. Bien. J'ai connu, moi, les manuels à l'usage des étudiants où c'était écrit en préambule du manuel, dans ces conditions, l'économie ne s'intéressant qu'à ce qui est rare, eh bien, elle ne s'intéressera pas aux ressources naturelles, elle s'intéressera uniquement aux échanges et relations au sein de la police. Donc, politique, économie politique. Les trois théorèmes de David Hume, j'en ai rappelé un tout à l'heure, d'une part, le niveau des prix est proportionnel à la quantité de monnaie en circulation. L'abondance de la monnaie ne fait qu'augmenter le prix du travail. Et le troisième, le crédit public hypothèque l'avenir. Voilà. Eh bien, ces trois théorèmes n'ont pas bougé. D'un bout à l'autre, des prix Nobel, à 2 ou 3 exceptions près, dont je parle dans mon ouvrage, partent à chaque fois de tel Sisyphe remontant son caillou du bas de la pente. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a un jour inventé un refuge à mi-pente qui permette aux chercheurs de ne plus jamais redescendre à chaque fois à ces trois théorèmes de David Hume et à celui de Walras dont j'oubliais, c'est l'équilibre général sur tous les marchés. Voilà. C'est resté d'un bout à l'autre la base axiomatique de tous les prix Nobel. Je vous dis à 2 ou 3 exceptions près dont je parle. Est-ce que, oui, il y a des exceptions. Est-ce que notre seul prix Nobel d'économie français, qui était M. Maurice Allais, peut faire partie des exceptions? Oui, tout à fait. Maurice Allais, c'est intéressant, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu une très bonne intuition. Il faut que je revienne un petit peu en arrière, excusez-moi. Dans le cadre des théorèmes dont je vous parlais, est apparue la fameuse théorie de la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire une fameuse formule qui fait dépendre l'abondance monétaire à la fois de la vitesse de circulation et puis du nombre de transactions, etc. Dans cette équation quantitativiste,
la vitesse de la monnaie est considérée comme une constante. Or, elle l'était. Elle était une quasi-constante à cette époque, à l'époque où ça a été conçu. Elle l'était vraiment, et pour la raison que dans l'expansion économique, dans l'expansion de l'homme sur la planète, la conquête de nouvelles ressources permettait de pallier l'emprunt au potentiel dont je parlais tout à l'heure, ce qui faisait que la productivité restait grosso modo celle des cycles naturels. Donc, elle était constante. Et comme elle était constante, eh bien, effectivement, la vitesse de la monnaie, qui est représentative de la productivité, ça je le démontre dans un chapitre, et la vitesse de la monnaie était une quasi-constante. Elle fluctuait autour de zéro, quoi. Et Maurice Allais, lui, ça le dérangeait, cette constante. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, seulement les mesures empiriques montraient qu'en effet, il n'y avait pas de tendance. Alors, il a inventé une vitesse psychologique de la monnaie qui, elle, pouvait varier, tandis que la vitesse physique, elle ne variait pas, elle était constante puisque tout le monde le croyait. Il n'a pas eu de chance parce que la mesure empirique confortait une fausse croyance. Et alors, c'est peut-être la transition avec ma question suivante. L'approche scientifique de l'économie a, dites-vous, jusqu'à ce jour été censurée par l'université et les publications spécialisées. Alors, est-ce que cela empêche ce phénomène, l'économie, d'être considérée comme une science exacte ? D'abord, je dirais, ça n'existe pas, les sciences exactes. Ça commence comme ça. Même les mathématiques ne sont pas une science exacte. Hein, si vous connaissez le nombre pi, vous savez qu'il n'y a pas de... Il ne se termine jamais. Voilà. Donc, c'est une façon de s'excuser de ne pas être capable de faire de l'économie, du phénomène économique, je ne dis bien pas les politiques, je ne parle pas des politiques économiques, ça c'est autre chose, mais du phénomène économique, c'est-à-dire le rapport de l'homme à son environnement et des hommes entre eux, d'en faire un champ d'observation scientifique comme n'importe quel autre phénomène, comme les sciences naturelles. Ça fait partie des sciences naturelles, tout simplement. Alors, pourquoi n'en est-on pas capable ? Parce qu'on ne remet pas en question l'axiomatique de base dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, à ce titre, vous citez Milton Friedman, qui est l'un de ces prix Nobel d'économie. Et alors, lui, il dit quelque chose de totalement fou pour nos esprits rationnels. Non seulement il n'est pas nécessaire que les hypothèses de base soient réalistes, mais il est avantageux qu'elles ne le soient pas. C'est formidable. Et ça fait partie de cette défense des économistes dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire des gens qui en fait refusent absolument de remettre en question l'axiomatique de base et qui de ce fait ne peuvent pas accéder à une démarche scientifique. Alors justement, ça relie un petit peu avec le concept de langue plutocratique que vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Romain Croès. Vous dites « La langue plutocratique se défend par des mots qui stigmatisent et exorcisent la contradiction. » Et vous ajoutez « Les fake news sont en très forte augmentation depuis 2015. Elle nous ont fait entrer dans un nouveau régime de vérité et de mensonges connu désormais sous le nom de post-vérité. » Et je vous poserai cette question puisque c'est vous qui la posez. Faut-il y voir un complot, voire même une stratégie ? Non, je pense là aussi c'est la conséquence d'une inconséquence. C'est-à-dire le fait que on reste bloqué, figé sur de vieilles croyances, on ne veut pas les remettre en question. Alors, c'est le cas de tous les totalitarismes. À chaque fois qu'une théorie, qu'une idéologie se heurte à la réalité du monde, à la réalité des hommes, à la réalité de l'animal religieux, par exemple, eh bien,
elle est obligée d'aller chercher, d'aller conquérir le terrain psychique des individus, de rentrer dans leur psychisme, de s'imposer à la réalité. Et pour s'imposer à la réalité à partir d'un mensonge, eh bien, il est évident qu'on utilise des méthodes qui deviennent de plus en plus perverses. Alors, pour terminer, vous évoquez la prise de conscience. La prise de conscience passe d'abord par le renoncement à la toute-puissance de l'homme. D'où vient l'idéologie de la toute-puissance de l'homme ? Vous dites que la toute-puissance de l'homme mène, quoi qu'on en fasse, à l'autodestruction. Oui. Oui, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Hein. Oui, la toute-puissance de l'homme, c'est quand l'homme a voulu se substituer à Dieu, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait les Lumières, mais enfin, dans la ligne des Lumières, petit à petit, s'est instaurée cette idée que l'homme est tout-puissant. Alors, au départ, c'était faut dire, au départ, c'est très intéressant cette histoire, parce qu'au départ, en fait, c'est la faute du catholicisme. C'est le catholicisme qui a rompu avec la prédestination. Et comme il a rompu avec la prédestination, il a déclaré que le chrétien était libre, et qu'à partir du moment où il était libre, eh bien, il pouvait devenir tout-puissant. Et les Lumières ont petit à petit véhiculé ce... Le christianisme, moi, je crois qu'il fait toujours de l'homme une créature. Ah oui, non, mais d'accord. Qui sert Dieu. Oui, mais c'est Lucifer qui disait non serviam, qui revendiquait la liberté. Oui, mais le chrétien est libre. Oui, il est libre de servir ou non. Voilà, exactement, de servir ou non, ou de la manière de servir. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rentré dans l'économie par l'économie classique. À partir du moment où cette idée de la toute-puissance de l'homme sur la nature devenait la toute-puissance de l'homme sur l'économie. Et c'est pourquoi l'économie politique ne tient aucun compte du problème de l'échange entre l'espèce et son environnement. Elle ne parle que des échanges au sein de l'espèce. Et alors, à cette toute-puissance, vous dites à laquelle il faut renoncer, vous dites qu'il faut renoncer aussi à la concurrence. Vous la remplacez par quoi ? Vous dites, la prise de conscience passe d'abord par le renoncement à la toute-puissance, mais également par le renoncement à la concurrence. Alors, la concurrence, c'est vaste. Hein. Bon. Et il peut y avoir une concurrence qualitative sur les biens sociaux. C'est pas un problème, au contraire, c'est plutôt même une bonne chose que d'avoir de la concurrence à ce niveau-là. Ce que je vis, c'est la concurrence par les prix qui découle du modèle financier dont nous parlions tout à l'heure, et qui constitue et qui est inégalitaire au départ. C'est-à-dire que cette concurrence va favoriser ceux qui sont du bon côté de la moyenne des productivités. Ceux qui sont dans les pays industrialisés, quoi. Les pays industrialisés, et puis au sein des pays industrialisés, les grandes entreprises par rapport aux PME et TPME, voilà. Donc c'est une concurrence néfaste qui a pour conséquence, forcément, puisqu'elle est inégalitaire, de creuser les inégalités. Et de les creuser jusqu'à avoir des gens extrêmement pauvres d'un côté et des gens extrêmement riches de l'autre. Oui, vous dites la libre concurrence n'est pas un état stable, donc elle ne peut être libre. Et oui, bien sûr, elle ne peut pas être libre. Et donc, il faut qu'elle soit encadrée, celle-ci. Oui. Et enfin, terminons par la libération du travail. La prise de conscience, dites-vous, passe par une libération du travail. Comment ça se passe ? Alors, nous parlions tout à l'heure de la robotisation des cerveaux humains pour certaines tâches d'exécution. C'est de ça que je parle, c'est-à-dire le changement du management. D'abord, en finir avec la course à la productivité qui, tous les matins, dans toutes les entreprises,
impose aux travailleurs de faire toujours plus vite, de faire toujours plus avec moins. On en parle rarement de ça, mais je vous assure que c'est un phénomène quotidien et qui concerne des millions de gens. Donc, on cesse d'exercer cette pression sur les exécutants. Déjà, ça soulage une grande partie de la concurrence. Ensuite, le problème, c'est celui de la robotisation, mais ça tient également au problème de la productivité et de la concurrence, qui, si on y met un terme, permettra de mettre un terme également à cette tendance néfaste de la robotisation des exécutants. En gros, il faut renoncer au rêve américain. Oui, ça, je crois que de toute façon, même les États-Unis vont renoncer. Commencent à y renoncer par eux-mêmes. Merci Romain Croès, je rappelle le titre de votre ouvrage, le voici, Surchauffe, l'inflation ou l'enflure, économiste, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur, à vous. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Politique et Économie. Merci de nous avoir suivis. Merci de cliquer sur le pouce en l'air en bas à droite de cet écran si vous avez aimé notre entretien, et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Encore merci monsieur et à vous, à bientôt. Merci monsieur, merci de votre invitation.